Au sommaire de ce journal, les bavures policières enregistrées lors de la marche de l'opposition du samedi 20 mai font déjà réagir. ACAJ de Georges Kapiamba exige une enquête judiciaire contre les auteurs d'actes de violence. Après la levée de l'embargo sur les armes, la République démocratique du Congo s'apprête à présenter son rapport sur la gestion des armes et munitions au Conseil de sécurité de l'ONU le 29 mai prochain. En Afrique, un cessez-le-feu devra entrer en vigueur ce lundi au Soudan sur demande des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Le pays est déchiré par un conflit sanglant depuis plusieurs semaines maintenant. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Après la répression de la marche pacifique sur la cherté de la vie, l'opposition congolaise a annoncé un sit-in le jeudi prochain devant les installations de la Commission électorale nationale indépendante pour notamment réclamer la refonte du fichier électoral, l'organisation des élections transparentes, crédibles et inclusives. Ils l'ont fait savoir devant les professionnels des médias. Inacceptable, c'est une honte, sont des mots forts tenus par les 4 leaders de l'opposition lors du point de presse pour dénoncer ce qui s'est passé après leur marche réprimée par la police nationale congolaise. 14 interpellations, plusieurs blessés dont 2 sont des cas graves, utilisation des balles réelles, tel est les bilans dressés par l'opposition après la marche réprimée. Il y a une répression barbare, non seulement des leaders de l'opposition, mais aussi de la population. Laquelle répression est arrivée à des blessures, dont certaines graves. 2 personnes sont entre la vie et la mort. Qui pouvait l'imaginer venant d'un parti au pouvoir qui hier était dans l'opposition et protestait contre la barbarie. Un itinéraire pour privilégier un autre camp politique et de laisser marcher un camp politique pour orchestrer un affrontement dans la ville de Kinshasa, alors bien qu'on a vu aux yeux et aux yeux de tous que ceux-là ont marché avec des armes blanches. Quel était l'objectif de gens qui marchent avec l'arme blanche? Posez la question au gouverneur. En dépit de tout, l'opposition projette un sit-in devant la CENI le jeudi 25 mai pour exiger la refonte du fichier électoral et la recomposition de l'équipe de la CENI. Nous n'allons pas nous arrêter. Pour preuve, nous avons dit les jeudis prochains, nous sommes au rendez-vous. Et il y aura encore d'autres marches. Mais nous serons toujours dans le pacifisme. Le pouvoir utilisera ses armes, le pouvoir utilisera ses radios, ses télévisions publiques, malheureusement. Le pouvoir utilisera les armes réelles, avec les balles réelles, voilà. Mais nous utiliserons la paix. L'opposition ne compte pas s'arrêter là. Elle prévoit d'autres activités de grandes envergures dans le tout prochain jour. Les actes de violence perpétrés contre les civils lors de la marche de l'opposition n'ont pas du tout laissé indifférentes les organisations de la société civile. L'Association congolaise pour l'accès à la justice n'a pas tardé à réagir. Nous sommes justement en ligne avec son président, Georges Kapiamba. Bonjour président, dites-nous, vous avez publié justement un communiqué en rapport avec la marche de l'opposition. Que pouvons-nous retenir exactement de ce communiqué ? Oui, nous avons condamné le fait que l'autorité urbaine ait accepté l'organisation simultanée de plusieurs activités politiques, dont 2 marches le même jour, donc à la même date, sans être certain d'abord que la police avait une capacité certaine à mieux encadrer tous les groupes, mais de 2, sans craindre un éventuel affrontement entre les partis ou les groupes, les organisateurs rivaux. Et nous avons insisté pour que, surtout pendant cette période, avec l'agression de la RDC par le Rwanda à travers le M23, et pour éviter des infiltrations qui peuvent générer à des troubles très graves, que les autorités politico-administratives ne puissent plus autoriser ce genre d'activités simultanées. Deuxièmement, nous avons condamné les actes de violence, principalement commis par les éléments de la police, en particulier contre un enfant
dont nous avons tous vu dans la vidéo sur l'avenue Kianza, mais aussi non loin de là, quelqu'un qui a été tabassé alors qu'il était déjà maîtrisé, qu'il était déjà à l'écart, en dehors même de la zone qui était considérée comme interdite par la présence d'un grand attroupement. Et donc nous avons exigé globalement par rapport à tout ça, une enquête crédible judiciaire puisse être menée et que les auteurs soient traduits en justice. Alors, Président, on a bien compris, mais dites-nous, pensez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, il y a urgence et nécessité que les autorités s'attellent à renforcer justement les capacités des forces de l'ordre en termes des formations, Président? Alors, là aussi, nous, les organisations de la société civile, nous devons continuer à sensibiliser, c'est ce que nous faisons. Les médias, nous devons sensibiliser à la fois les leaders politiques, nos concitoyens qui adhèrent aux partis politiques et qui doivent savoir que on ne va pas dans une manifestation pour aller se venger contre X et Y, mais on y va pour exprimer ses points de vue, ses opinions, tout en préservant les biens publics et les biens privés. La police aussi, ça c'est du côté du gouvernement et de la hiérarchie de la police. C'est vrai que nous avons noté au moins la présence de plusieurs policiers porteurs d'armes non létales, mais il y en avait que nous avons même des photos qui portaient des armes à feu. Donc il faudrait que le gouvernement travaille avec la police pour que lors de l'intervention des opérations de maintien de l'ordre public ou de rétablissement de l'ordre public, que les policiers ne puissent user que des armes non létales. Mais aussi, il faudrait que les policiers soient suffisamment équipés pour les protéger aussi contre certains jeux de pierre, parce que ce sont des personnes comme nous qui ont aussi des familles, qui ont aussi droit à leur intégrité physique. Il faut qu'ils soient suffisamment protégés, qu'il y ait des moyens qu'il faut pour faire mieux leur travail, mais il faut aussi les former sur le plan au moins des droits de l'homme. Les policiers doivent savoir, comme ce qu'on a vu, que lorsqu'un manifestant ne se trouve plus dans la zone où il est interdit de se regrouper à plus de 10, vous ne pouvez pas aller les suivre, commencer à les taper. Lorsque quelqu'un a enfreint à un ordre donné, il a commis une infraction, vous devez les maîtriser, l'appréhender et les mettre dans les véhicules, l'acheminer au poste de police qui a commencé à lui donner des coups, comme nous avons vu dans certaines images. Donc la police doit être aussi formée sur ce plan-là. Georges Kapiamba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la CAGE. Et puis, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege s'est dit choqué par les violences policières, y compris sur des enfants sans défense et le climat de répression à la marche de l'opposition. Je cite, un État qui dénie à ses citoyens ses libertés fondamentales à la veille d'élections générales risque une dérive dictatoriale. Nous appelons à des poursuites et sanctions contre les agents de la police qui ont commis ces exactions. Fin de citation. Et puis sachez que la présentation par la République démocratique du Congo du rapport confidentiel sur la gestion des armes et munitions au Conseil de sécurité de l'ONU aura lieu le 29 mai prochain. Une annonce faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi lors de la réunion de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres à laquelle ont pris part justement plusieurs officiers de la police et de l'armée. Afin de se conformer à toutes les recommandations lui formulées après la levée de l'embargo sur les armes, la République démocratique du Congo vient de produire le rapport confidentiel sur la gestion des armes et munitions. Ce document sera présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies le 29 mai prochain à New York, aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières au cours de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et de la réduction de la violence armée consacrée à la validation du dit rapport. Occasion également pour le patron de la territoriale de saluer les efforts du président de la République ayant permis à la République démocratique du Congo de sortir de la mesure de notification préalable concernant l'acquisition d'armes.
Aujourd'hui, c'était la journée solennelle où le gouvernement congolais a répondu aux exigences du Conseil de sécurité relatif à la résolution 2667 qui a été prise en 2022, le 20 décembre, sur la levée, entre guillemets, de l'embargo, c'est-à-dire les mesures de restriction par rapport à l'acquisition de matériel militaire. Il a été demandé au gouvernement de la RDC de produire un rapport. Tel a été le travail fait par les experts sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ce travail aujourd'hui a été présenté au gouvernement de la République pour sa validation. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'insécurité occasionnée par le trafic d'armes au niveau de la sous-région, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a annoncé la tenue en juin prochain à Kinshasa d'une réunion du centre régional sur les armes légères et à petit calibre dans la région des Grands Lacs. Il n'y aura plus de grève à l'EPST. L'intersyndicale des enseignants a décidé donc de suspendre le mouvement après un monitoring et échange avec le gouvernement de la République. L'intersyndicale des enseignants de l'EPST a par ailleurs demandé aux parents d'élèves d'envoyer leurs enfants à l'école pour clôturer l'année scolaire en toute quiétude. Après la tenue de l'Assemblée générale de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST, annonçant la grève des enseignants de ces secteurs, 48 heures après l'ultimatum donné, le gouvernement de la République démocratique du Congo a fléchi aux revendications des enseignants. Le gouvernement de la République a effectivement engagé et liquidé la paye complémentaire du mois d'avril 2023 en procédure d'urgence. Les dossiers relatifs à la prime pour fonction spéciale accordée aux inspecteurs sont également liquidés par la même procédure. Après avoir constaté la bonne foi du gouvernement, l'intersyndicat des syndicats des enseignants décide de la suspension du mot d'ordre syndical d'arrêt du travail annoncé pour ce lundi 22 mai 2023 et demande à tous les enseignants et personnels œuvrant à l'EPST de vaguer librement à leurs occupations. Ainsi, invitons tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Par ailleurs, l'intersyndicale et syndicat des enseignants demande au gouvernement d'activer le mécanisme de la paye effective des enseignants et cadres des services centraux de ce lundi 22 mai 2023. Rendons-nous dans le Maniema à présent où la route allant de Kisangani à Punia en passant par Lubbutu se trouve dans un état de délabrement très avancé, ce qui rend difficile la circulation des véhicules dans cette partie de la province. La population en appelle à l'intervention des autorités tant provinciales que nationales. Sur cette route de gros bourbiers et des têtes d'érosion se développent allègrement alors que la végétation reprend ses droits de part et d'autre. Rétrécissant la chaussée tout en y créant l'humidité, ce que déplorent les usagers de cette route d'intérêt national. Sie watu wa kutembea ndani ya barabara watusaidie sana. Juu tunateseka, hatujui kama malalamiko yetu tuiletee nani. Kuhusu taksi zote za barabara, isi wanatiaka, tunajikazaka kusema tunaonore. Vraiment l'État itusikilie huruma. Alors que dans les temps, il fallait tout au plus 48 heures pour parcourir les 350 km entre Kisangani et Punia via Lubbutu dans les Maniema, il faut aujourd'hui environ un mois pour les véhicules, tant la route est dans un état de dégradation avancée. C'est là, à telle enseigne que la population de villages le long de cette route se demande pourquoi cet oubli des autorités pour réhabiliter ces axes routiers. Les gens payent les taxes routières, mais il n'y a rien qui se fait. Quelle est l'importance de payer le péage route? C'est péage route ou péage route? Parce que nous souffrons. Voici seulement l'état de la route. Ces cris de détresse, les jeunes du coin les lancent, surtout en l'endroit des élus nationaux du coin qui le représentent. Puis le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a lancé un projet pilote en appui au programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et stabilisation en territoire d'Irumu, un projet mis en œuvre par l'organisation internationale OIM à hauteur de 2 millions de dollars américains grâce au financement du Fonds des cohérences pour la stabilisation.
Ils sont durs comme fer, l'administration militaire, les partenaires, les autorités coutumières, tous engagés pour la réussite du PDDRCS à travers le projet pilote dans l'insertion des ex-combattants dans les zones prioritaires en territoire d'Irumu. Ceci intervient après la stabilisation de la situation sécuritaire en cette période de l'état de siège. Le chef de bureau de l'OIM en Ituri, Michel Tia, revient sur les axes prioritaires de ce projet au bénéfice des communautés. Ça va passer par la réhabilitation des infrastructures qui ont été déjà identifiées, en cours d'évaluation pour qu'on puisse définir quel est le budget qui sera alloué à ces infrastructures, mais aussi des activités qu'on appelle activités IMO, haute intensité de main-d'œuvre, avec une implication de la communauté locale. Un ex-combattant du groupe armé FPIC a accueilli à bras ouverts le dit projet qui augure une paix durable. Comme Barek, président de la République et tout, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kukosa kazi ndio inaleta uwizi na inaleta watu wanakamata bunduki kwa kucreate maneno yako ya mzuri. Projet yeye inafika italeta usalama mwingine. Pour sa part, le président de la société civile du territoire d'Irumu invite les communautés à la cohabitation pacifique. Le pardon, ça doit unir nous qui sommes membres de la communauté et même les ex-combattants pour vivre ensemble dans la communauté. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui a présidé cette cérémonie, a rendu un vibrant hommage au président Félix-Antoine Tshisekedi, qui fait de la paix son cheval de bataille. Rappelons que, depuis le lancement du PDDRCS le 17 avril dernier, une centaine des ex-combattants sont dans les meilleures conditions au site de Diango. La combinaison de l'état de siège, dans sa double approche militaire et non militaire avec le PDDRCS, dans ses différents piliers, constitue la voie ouverte pour ramener la paix dans notre province, pour se mettre au service du développement. Rappelons que depuis le lancement du PDDRCS, le 17 avril dernier, une centaine des ex-combattants sont dans les meilleures conditions au site de Diango. Dans le Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, et après avoir pris part à l'exposition agricole Nampo 2023 en Afrique du Sud, une exposition qui a justement coïncidé avec le 4e anniversaire de son accession à la tête de la province du Haut-Katanga, fait le point sur ses réalisations durant son mandat. Le gouverneur de province a présenté par ailleurs aussi justement les perspectives d'avenir. Je vous propose de le suivre dans ses propos recueillis par Jean-Marc Nkoulou. Ce n'est pas une satisfaction totale parce que nous avons toujours des défis, entre autres celui de l'agriculture. Nous sommes arrivés au niveau de la province du Haut-Katanga et jusque-là nous avons pu subventionner 59 000 hectares répartis sur 4 ans. Et donc c'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas consistant pour résoudre la crise de manière totale. Et donc il nous faut encore travailler durement. Cette année, nous tablons sur encore une couverture de 20 000 hectares. Et l'année prochaine, nous pouvons aussi encore tabler sur d'autres. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et nous ne pouvons pas aussi tout faire en un jour, raison pour laquelle j'ai dit que nous ne sommes pas totalement satisfaits de nos 4 ans passés à la tête de la province, parce que les défis sont toujours là, ils sont énormes. Il y a encore des routes qui attendent d'être asphaltées, bien que nous avons asphalté quelques-unes. Il y a encore des écoles qu'il faille reconstruire, bien que ça a été fait avec quelques écoles. Il y a encore des hôpitaux tels que, bien que nous avons vu avant-hier le ministre provincial de la santé nous représenter à Mitouaba pour inaugurer un centre de santé de qualité alimentaire en électricité. Donc c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de villages qui doivent bénéficier encore de nos services sur le plan de santé, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures. Et donc nous avons encore un défi. Et en dehors de nos frontières, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont annoncé au cours d'un communiqué conjoint un cessez-le-feu au Soudan pour ce lundi 22 mai 2023. Une annonce qui est acceptée par le représentant de l'armée soudanaise dirigé par le général Abdel Fattah al-Burhan et des paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo.
L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide se sont engagées pour cesser avec le combat dès ce lundi à partir de 21h45 heure locale. C'est le département d'État américain qui l'a annoncé lors d'un communiqué conjoint avec l'Arabie Saoudite. Selon Washington, les deux parties se sont également engagées à ne pas intensifier leurs affrontements d'ici lundi soir. Elles ont également promis de faciliter l'acheminement et la distribution d'aide humanitaire et de retirer leurs troupes des hôpitaux et des bâtiments de services publics. Des engagements similaires à ceux pris par le passé, mais les précédents cessez-le-feu n'ont jamais vraiment été respectés, ni par l'armée soudanaise, ni par les forces de soutien rapide. L'annonce de ces nouveaux accords n'est pas le début du processus d'une négociation politique entre les deux parties, ont précisé les responsables américains lors de ces communiqués. Cependant, ils assurent que Riyad et Washington vont poursuivre leurs efforts pour tenter de soutenir le Soudan de la crise. Les conflits au Soudan étaient au cœur d'une offensive diplomatique cette semaine de l'envoyé spécial de forces de soutien rapide, Youssef Izzat. L'envoyé du général Mohamed Abnad Daglo, dit Emedi, a visité Juba mercredi où il s'était entretenu avec le président sud-soudanais Salva Kiir. Dans la foulée, il a rencontré les chefs d'État ougandais Yoweri Museveni selon un communiqué de forces de soutien rapide publié samedi. De telles rencontres ne sont pas du goût du général Abdel Fattah al-Burhan. Dans les cas du Soudan du Sud, Khartoum a même publié une plainte officielle. Dans une note diplomatique adressée à Juba jeudi, le ministère soudanais des Affaires étrangères a fait part de son désaccord après la visite de l'envoyé spécial de forces de soutien rapide. Et pour terminer, au cours de la dernière séance de travail ce dimanche 21 mai, au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, le débat majoritaire devrait être occupé par l'Ukraine, notamment à travers la présence du président ukrainien, lui-même en personne. Volodymyr Zelensky a fait le déplacement et doit prendre la parole devant les pays membres et devant les invités pour justement plaider en faveur du retour de la paix dans son pays. Il fallait faire venir Volodymyr Zelensky au Japon. C'est la France qui s'en est chargée. Et d'après son homologue français Emmanuel Macron, qui a pris la parole devant la presse juste avant l'ouverture des débats ce dimanche matin, les premiers résultats sont déjà là. Je pense que c'est l'honneur de la France d'avoir fait cela. Et je pense que c'est tout à fait cohérent avec notre politique de soutien dès le premier jour. Et c'est aussi la France bâtissant la paix, cherchant des solutions. La France est une puissance de solution dans cette affaire. Nous l'avons dit dès le début. Nous avons tout fait pour éviter cette guerre. Depuis le début de cette guerre, nous avons une position très claire et constante. Nous soutenons l'Ukraine par tous les moyens. Nous ne rentrons pas dans le conflit et nous veillons à ce qu'il n'y ait pas d'escalade. Et nous avons sanctionné, sous présidence française de l'Union européenne, en gardant l'unité, la Russie. Mais depuis le début, nous disons, à un moment, les armes devront se taire, le droit international doit être respecté et les droits du peuple ukrainien se faisant. Cette troïka est notamment constituée du Brésil, de l'Inde et de l'Indonésie, entre autres, des pays qui, certes, se disent favorables à la paix, mais qui pourraient se contenter d'un cessez-le-feu en Ukraine. Et cela, estime le président français, que Volodymyr Zelensky et les alliés de l'Ukraine doivent faire la différence. Si faire la paix, c'est faire de la guerre en Ukraine un conflit gelé, c'est une erreur pour nous tous. Parce que l'expérience nous a appris qu'un conflit gelé, ce sera une guerre pour demain. Et donc n'ayons pas une préférence absolue pour le présent, par lâcheté ou par facilité. Personne ne s'attend à ce que le ligne bouge en un jour. Mais on saura très vite si le président ukrainien a marqué 2 points. Les communiqués issus de cette réunion commune devraient être publiés bientôt. Venons-en au rappel des titres à présent. Les bavures policières enregistrées lors de la marche de l'opposition du samedi 20 mai font déjà réagir. ACAJ de Georges Kapiamba exige une enquête judiciaire contre les auteurs d'actes de violence. Après la levée de l'embargo sur les armes, la République démocratique du Congo s'apprête à présenter son rapport sur la gestion des armes et munitions au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera donc le 29 mai prochain. En Afrique, un cessez-le-feu devra entrer en vigueur ce lundi au Soudan sur demande des États-Unis et l'Arabie Saoudite. Le pays est déchiré par un conflit sanglant depuis plusieurs semaines. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis depuis Abidjan grâce à Télé 50.
l'actualité reste en continu. Communiqué numéro 006/ARSP/DG/2023. La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, en République démocratique du Congo, porte à la connaissance des entreprises principales et des entreprises sous-traitantes sur toute l'étendue du territoire national ce qui suit. 1. La mesure de suspension de la délivrance des attestations d'enregistrement prise le 1er mars 2023 pour des raisons de réorganisation interne liées principalement au souci de lutter contre les pratiques illicites de contournement de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé telles que le recours au prête-nom est levé. 2. Une nouvelle procédure de traitement des dossiers de demande d'enregistrement a été mise en place et les agents commis à cette tâche viennent de clôturer leur formation. 3. Partant du constat que certains actionnaires congolais sont évincés lors des assemblées générales des sociétés tenues après l'obtention de l'attestation d'enregistrement, cette dernière aura désormais une validité de 3 ans à compter de la date de son émission pour s'assurer à la fin de cette période que les Congolais continuent à garder leurs actions dans les dites sociétés avant le renouvellement pour une nouvelle période de 3 ans. Enfin 4, la délivrance des attestations d'enregistrement reprend dès ce jeudi 18 mai 2023. Fait à Kinshasa le 16 mai 2023, honorable Katem Kachal Miguel, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.